Bonjour à tous. Donc merci de l'invitation à parler dans cette réunion annuelle qui tient au cours des ans et qui témoigne de la vigueur de l'association et de notre ancêtre Marfan qui tient toujours le devant de la scène malgré les années, avec son petit sourire narquois et sa photo de couleur qui date d'hier matin, vous pouvez l'imaginer. Alors quoi de neuf? Pas la fibrilline. Je vais me centrer un tout petit peu sur le cœur. Vous savez peut-être pourquoi. Donc ça, c'est un cœur que vous voyez avec le ventricule gauche qui est la partie musclée qui envoie le sang partout, l'oreillette gauche qui reçoit le sang des poumons avec une petite valve mitrale ici entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et entre le ventricule gauche et l'aorte qui est le tuyau qui envoie le sang absolument partout dans l'organisme, la valve aortique. Donc c'est là-dessus qu'on va se centrer essentiellement pour voir s'il y a des avancées. Donc je vous montre juste ce qu'on fait quand on vous fait les échographies. On prend exactement ça, mais on le regarde tourner, donc oreillette gauche, ventricule gauche, aorte, et voilà ce que ça donne. Et donc c'est généralement à partir de ces données-là qu'on arrive à dire qu'il y a d'évolution, pas d'évolution. Vous voyez l'aorte ici avec les valves qui s'ouvrent quand le sang est éjecté, et l'oreillette gauche qui est là avec les valves mitrales qui s'ouvrent quand le sang passe de l'oreillette gauche au ventricule gauche. Donc quand la valve mitrale est ouverte, la valve aortique est fermée, et inversement. C'est pas une nouveauté, mais ça marche toujours. Vous comprenez mieux? Je vous le laisse un petit peu? Vous me dites quand vous en avez assez. C'est un peu comme Marfan, c'est en noir et blanc, mais ça dure longtemps. Il y a la couleur ou pas? Ah là, j'ai pas mis la couleur. Il y a aussi la version couleur, mais... le rouge et le bleu, là, qui... Ah, il y a le rouge et le bleu, ça permet le codage couleur des flux. Je vous ferai ça l'année prochaine. Voilà, merci. Ça sera la modernité. Bon, alors la première chose qui est vraiment importante, je pense, c'est que les avancées scientifiques, c'est que le risque aortique, qui est celui qui est associé au syndrome de Marfan, quand les gens sont pris en charge avec les paramètres qu'on suit actuellement, c'est-à-dire le traitement bêta-bloquant, une surveillance échographique annuelle, l'intervention chirurgicale à 50 mm, on a des risques aortiques qui sont vraiment très très faibles. C'est ce qu'on avait montré en 2012, 0,05% pour 100 ans de risque de présenter un problème aortique. C'est-à-dire si on vit 100 ans, on a 5% de chance de présenter un problème, et c'est probablement une surestimation, parce que les données à partir desquelles on a établi ça étaient incomplètes. Depuis, on a récupéré d'autres données qui laissent penser que ce qu'on avait appelé dissection aortique n'en était pas. Donc à la suite de ça, ou avant ça, puisque c'était dans l'air, il y a eu des recommandations qui avaient été faites, des recommandations européennes, sur la prise en charge des grown-up congenital heart disease, donc des pathologies congénitales chez les adultes, de la Société européenne de cardiologie et de la Société de pédiatrie, dans lequel il avait été dit que le diamètre à partir desquels on considérait la chirurgie de l'aorte était de 50 mm, sauf cas particulier. Et donc il y a de nouvelles recommandations qui sont sorties cette année, c'est ça la nouveauté, version 2012, l'European Society of Cardiology, donc tous les cardiologues de l'Europe, mais aussi les chirurgiens cardiothoraciques européens qui ont refait un document sur la prise en charge des pathologies valvulaires et de l'aorte ascendante, dans lesquelles il y a le syndrome de Marfan, et vous voyez que la chirurgie est indiquée chez des patients qui ont un diamètre aortique maximal à 50 mm pour les patients avec le syndrome de Marfan, sauf cas particulier. Autrement dit, il y a des choses qui sont bien établies et qui sont maintenant claires pour tout le monde. Tout le monde est d'accord sur la prise en charge, et je pense que c'est une avancée. Le but, c'est de ne pas plus voir ce petit rouge-là, c'est-à-dire les gens se font opérer de l'aorte ascendante, soit pour une dissection, soit pour une dilatation, et de plus en plus on opère pour dilatation et pas dissection, c'est-à-dire au calme, en ayant fait le bilan, en surveillant les gens, avec un chirurgien qui a pris son petit déjeuner, qui est avec l'infirmière qui préfère. Enfin bon, tout se passe bien. Donc on est dans des meilleures conditions et on veut que le petit rouge disparaisse complètement. Et c'est ce vers quoi on tend, je crois vraiment. C'est très difficile parce qu'il y a une grande variabilité. Vous avez ici le diamètre de l'aorte et ici l'âge. Alors je vous le mets parce que je vous le dis, mais c'est pas très clair. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. La zone verte, c'est la zone normale. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui ont le syndrome de Marfan ou de la mutation et qui ont un diamètre aortique tout à fait normal à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et alors que d'autres qui ont la même mutation vont avoir
un diamètre aortique très augmenté très tôt. Donc il y a une grande variabilité qui rend vraiment le diagnostic difficile, la prise en charge difficile, et c'est pour ça qu'il y a tous ces trucs de dépistage. Alors, avancé en cours, mais pas encore avancé, arrivé, c'est le syndrome de Marfan avec le losartan. On parlait du losartan il y a 2 minutes dans le TGLBTR2. Là où ça a été proposé initialement, c'est dans le syndrome de Marfan en rapport avec une mutation dans le gène de la fibrilline de type 1, qui est le syndrome de Marfan classique, à partir d'un modèle animal de souris. Et donc on a commencé en France, un certain nombre d'entre vous participent à cette affaire-là, une étude dans laquelle on compare le losartan ou le placebo, en plus du traitement optimal qui comprend donc le traitement bêta-bloquant chez les gens qui ont un syndrome AVD et qui le tolèrent. Donc c'est ou placebo, c'est-à-dire le même petit comprimé que celui qui est actif avec le losartan, qui a le même goût, qui ressemble à tout, etc. Mais il n'y a rien dedans, ou le losartan, c'est-à-dire la molécule active, donnée pendant au moins 3 ans à des gens qui sont susceptibles d'en tirer bénéfice, mais on n'en est pas sûr du tout. Et on regarde à la fin, quand on les a suivis 3 ans, ce que ça donne. Alors où est-ce qu'on en est? Nous, on avait inclus le dernier patient le 11/3/2011, et donc on attend que le dernier patient ait 3 ans de suivi pour pouvoir avoir les résultats éventuellement. Alors, vous avez vu, il y avait plus de 300 personnes incluses. Donc ça veut dire que la fin, c'est le 11 mars 2014, la fin de la prise de comprimés, mais après, il va falloir travailler aussi. Il va falloir vérifier les données, il va falloir collecter toutes les données, il va falloir relire les échographies, puisque le diamètre de l'aorte, qui est ce que je vous ai montré, et qui est le critère principal, il va falloir le mesurer chez la même personne au même moment pour diminuer la variabilité, donc il va falloir relire toutes les échographies des 300 personnes. Il va falloir faire des statistiques derrière, et je pense qu'une échéance réalistique, c'est septembre 2014, c'est-à-dire 6 mois de travail. Ça semble honnête. Non, ça vous semble honnête? Si, vous êtes d'accord. Alors on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, vous le savez, il y a d'autres études qui sont en cours. L'étude américaine, qui a inclus plus de patients, puisqu'ils en sont à 600 patients, qui a une durée de suivi de 3 ans et qui est en cours. On n'a pas de résultat que je connaisse intermédiaire. Je ne sais pas quand est leur fin de prise de comprimés et quand est-ce qu'ils vont commencer les analyses. Mais je pense que c'est dans à peu près 1 an qu'on devrait avoir des résultats. En tous les cas, il n'y a pas de résultat intermédiaire qui laisse dire que ça marche beaucoup. Il y a une étude intermédiaire qui avait été faite pour voir si le résultat était ou très bon ou très mauvais et qu'on pouvait ne pas attendre la fin de l'étude pour en tirer des conclusions. Mais c'est pas survenu. Donc il y a nous avec nos 300 patients qui sont inclus, les Belges qui nous ont rejoints et qui ont exactement le même protocole et donc qui vont attendre le même moment pour en tirer les conclusions, les Italiens qui ont un protocole un peu différent parce qu'ils ont en fait 3 bras. Il y a une partie des patients qui reçoivent le bêta-bloquant, une partie des patients qui reçoivent le losartan et une partie des patients qui reçoivent le bêta-bloquant plus le losartan. Donc ils ont un nombre de patients qui est un peu plus faible, vous voyez, 190 patients. Et donc on va voir si avec ces 3 bras, il va y avoir la puissance pour pouvoir en tirer quelque chose de précis, ce qui n'est pas tout à fait garanti, mais il n'y a pas de résultat pour le moment. Les Hollandais, alors eux, je ne sais pas combien de patients ils ont, c'est très centré sur l'IRM, donc c'est pas tellement l'échographie qui regarde, mais c'est surtout l'IRM, et ils font des études non seulement du diamètre, mais aussi de la compliance de la paroi aortique, c'est-à-dire de la rigidité de la paroi, pour voir si ça a un effet sur la rigidité de la paroi, ce qui serait ce qu'on appelle un surrogate endpoint, un critère intermédiaire, c'est-à-dire une façon d'apprécier la dégradation de la paroi aortique qui serait plus fin que le diamètre, bien que ce soit discutable. À Taïwan, alors ils ont 44 patients, je crois qu'ils ont fini leur étude, mais je n'ai pas trouvé les résultats. Et en Angleterre, ils ont 490 patients qui veulent commencer à suivre, et l'étude n'a pas encore commencé. Alors, la nouveauté ou les nouveautés, ça on a fait syndrome de Marfan, mais il y a les apparentés. Et dans les apparentés, c'est là que les nouveautés fondamentales commencent. Alors les apparentés, pour mettre un petit peu en perspective, si on s'intéresse aux formes familiales d'anévrisme de l'aorte ascendante, aux anévrismes de l'aorte ascendante, dont certains sont observés chez une personne et certains sont des formes familiales, on a ou non des signes
cliniques associés, c'est-à-dire des signes qui sont présents en dehors de la dilatation de l'aorte, comme un paléogival, une ectopie du cristallin, ça c'est des signes associés. Et donc on peut avoir, c'est ce qu'on appelle des formes syndromiques. Le syndrome de Marfan en fait partie, avec l'ectopie du cristallin, les signes squelettiques en plus de la dilatation de l'aorte. Le TGF-bêta-R2 peut donner un syndrome de Marfan de ce type-là, généralement sans l'ectopie du cristallin, mais aussi un syndrome de Loeys-Dietz, avec des artères qui sont très tortueuses, une nuette bifide, et quelquefois ce qu'on appelle un hypertellorisme, des yeux qui sont un peu plus espacés que le standard. Et donc c'est une autre forme génétique d'anévrisme de l'aorte avec des signes cliniques. Et puis il y en a d'autres, je ne vais pas tous les passer en revue pour des raisons de temps. Vous voyez, il y a toutes les mutations qui sont présentées ici. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a 70% de ces formes familiales d'anévrisme, avec ou sans signes associés, qui sont orphelines dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas de gène. Et donc, c'est ce qu'on appelle les Marfans apparentés. Et donc les gènes rapportés jusqu'à présent interagissent avec la voie du TGF-bêta. La voie du TGF-bêta, c'est une voie de signalisation dans la cellule. Donc vous avez représenté ici une cellule. Donc je vous fais l'enveloppe de la cellule là, je vous fais l'enveloppe du noyau ici, et le TGF-bêta est une molécule qui se trouve à l'extérieur, qui va se mettre sur un récepteur de la membrane. Donc il y a 4 molécules ensemble pour faire un récepteur. Ces 4 molécules sont 2 fois le récepteur 1, une fois le récepteur 2, 2 fois le récepteur 2, 2 plus 2 égale 4, ça colle. Donc tous ces gènes-là, récepteur 1, récepteur 2. Ensuite, vous avez le SMAD3 qui est à l'intérieur de la cellule, qui est une molécule qui va être modifiée si le récepteur est activé par la fixation du TGF-bêta, qui va aller à l'intérieur du noyau, où ça va entraîner de la modification des gènes, et généralement ça code pour des gènes qui permettent la réparation des tissus. Donc, ce qui a été montré jusqu'à présent comme anomalie dans les syndromes de Marfan apparentés, c'est des gènes qui codent pour les 2 types de récepteurs du TGF-bêta, R1 et R2, TGF-bêta R1, TGF-bêta R2, c'est ça dont on parlait tout à l'heure, et pour le SMAD3 qui est l'intermédiaire ici. D'accord? Les autres gènes qui ont été mis en cause pour ces gènes apparentés, pour ces maladies apparentées au syndrome de Marfan, c'est des protéines contractiles. La cellule musculaire est représentée ici. À l'intérieur de la cellule musculaire, il y a des espèces de fibres qui sont susceptibles de se contracter, comme un muscle squelettique est susceptible de se contracter, avec 2 molécules qui sont responsables de ça, l'actine et la myosine. Et donc les modifications de ces 2 gènes, myosine et actine, peuvent être responsables de syndromes proches du syndrome de Marfan, dont je vous avais parlé il y a une minute plus tôt, avec le Loeys-Dietz, mais aussi le Marfan classique. Et alors la nouveauté, c'est un nouveau gène qui a été retrouvé par des gens qui sont présents dans la salle, ou que vous connaissez pour un grand nombre d'entre eux, qui sont des mutations dans le gène du TGF-bêta2. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, si vous regardez la paroi aortique des gens qui ont cette mutation-là, donc ça c'est une paroi aortique normale, qu'on considère comme étant bien organisée. Ça c'est une paroi aortique fragilisée, vous voyez, il y a une déstructuration avec une espèce de zone où il n'y a plus de structure cellulaire. C'est des parois aortiques de 2 patients qui se sont fait opérer. Et vous voyez donc là, c'est bien organisé. Ici, il y a des zones bleues qui sont plus importantes. Vous voyez ici les fibres d'élastine qui sont bien régulières. Et ici, vous voyez les fibres d'élastine qui sont un peu ratatinées. C'est un aspect un peu proche de la paroi aortique des gens qui sont opérés d'un anévrisme de l'aorte pour un syndrome de Marfan. On ne peut pas faire la différence entre les deux. Et ce qui est intéressant, un tout petit peu compliqué mais intéressant, c'est ce qui est présenté ici, ce qui est le SMAD2. Le SMAD2 est le SMAD2 phosphorylé, le pSMAD2, est un intermédiaire qui est augmenté quand la voie du TGF-bêta est activée. Donc si le récepteur du TGF-bêta est occupé par le TGF-bêta, à ce moment-là dans la cellule, le SMAD2 va être phosphorylé et donc vous voyez pas, parce que ça passe pas, mais vous devriez voir ici des taches marron, ou vous devinez très vaguement là. Rose, vous les voyez? Rose. Vous les voyez en rose? Bon, alors c'est bien. Si vous les voyez en rose, ça veut dire qu'il y a du SMAD2 phosphorylé qui est présent dans ces aortes-là, qui n'est pas présent dans l'aorte du sujet qui n'a pas la mutation d'une aorte normale. C'est comme ça que vous voyez si on a la mutation, c'est ça? Et donc ça veut dire ça que la voie du TGF-bêta, a priori, est activée dans la paroi aortique.
Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une dilatation de l'aorte, et donc ça c'est le patient qui s'était fait opérer avec un diabète de l'aorte à 51 mm, comparé à une aorte normale, hein. Vous avez ça, c'est un scanner avec l'aorte ascendante qui est ici, l'aorte ascendante normale qui est là, avec des diabètes qui sont plus grands. Ça donne une tortuosité des vaisseaux du cou, avec des artères carotides qui normalement sont droites ici, et qui sont en fait chez le patient, non je vous ai mis l'image là, tortueuses, et ça donne des signes qu'on peut retrouver dans le syndrome de Marfan classique que vous connaissez, avec donc le signe du poignet, enfin la capacité de chevaucher première et dernière phalange en faisant le tour du poignet, ou de faire dépasser le pouce quand on ferme le poing. Donc c'est quelque chose qui est apparenté Marfan. Et je pense que c'est dans cette zone-là qu'il va y avoir le plus de progrès. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que, en fait, ce que je vous ai dit être augmenté, qui est le SMAD2 phosphorylé ici, dans la paroi, on s'attendrait, étant donné que c'est une mutation qui empêche le TGF-bêta d'être formé, à ce que ce SMAD2 phosphorylé soit diminué et absent. Or, il est augmenté. Et donc, c'est la démonstration de ce qu'il y a un phénomène initial, qui est un phénomène initial dans lequel le TGF-bêta ne peut pas remplir son rôle parce qu'il est muté, qui va être responsable d'une altération de la paroi, qui elle-même va ensuite déclencher des phénomènes de réparation, qui vont avoir lieu parce qu'il n'y a qu'un des deux gènes qui est altéré, et que ces phénomènes de réparation vont passer par la voie du TGF-bêta, et donc vous allez avoir du SMAD2 augmenté, mais ce SMAD2 augmenté, c'est pas dû au fait qu'il n'y ait pas eu de TGF-bêta dans la cellule, c'est dû au fait qu'il y a un phénomène de réparation qui est en cours qui prend le pas sur le défaut génétique initial. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Eh bien c'est bien, bravo, parce qu'à ce temps-là, comprendre ça, c'est pas de la tarte. Voilà, et donc ça c'est un progrès. Je pense que ça c'est une avancée. Parce que l'hypothèse d'avant, c'était le fait que le SMAD2 soit augmenté témoignait de ce que le TGF-bêta était augmenté, qu'il fallait diminuer le TGF-bêta pour guérir les gens. Et donc là, on en arrive à l'idée inverse. Oui, si on met TGF-bêta. Voilà, vous comprenez? Monsieur Jondot? Oui. Si on est TGF-bêta 1, on n'est pas réparé? Parce que vous dites que c'est le 2 qui répare. Si on était TGF-bêta 1 muté? Oui. Ah ben ça, on ne sait pas, on n'a pas encore de réponse. R1. Si le récepteur n'est pas muté. Le R. Si le récepteur du TGF-bêta ne fonctionne pas, à ce moment-là, la fixation du TGF-bêta sur son récepteur va être inefficace. On va avoir le même problème initial, à savoir que il va y avoir un défaut initial de réparation qui va être responsable de l'altération de la paroi. Pour le moment, c'est prouvé que sur le 2, si on est 1, en fait, on ne répare pas. Si on est si la mutation sur le récepteur 1, puisque c'est une combinaison du récepteur 1 et du récepteur 2 qui est nécessaire pour faire le récepteur complet, il suffit qu'il y en ait un des deux qui ne fonctionne pas pour que la molécule ne soit pas effective. Sur mon petit schéma là, si vous voulez, là, ce qu'on a montré, c'est que le TGF-bêta, quand il est absent, ça déclenche le phénomène, que le récepteur 1, oups là, je n'ai pas vu la flèche, voilà, le récepteur 1, qui est par exemple celui-ci et celui-ci, quand il ne marche pas, on déclenche le phénomène, que le récepteur 2, qui sont les deux du milieu, quand il ne marche pas, on déclenche le phénomène, que quand le SMAD3 muté, qui est un des intermédiaires, la R-SMAD, que j'arrive pas à montrer parce que j'ai pas la flèche, mais que vous voyez, n'est pas là, on déclenche le phénomène, et donc c'est ce déclenchement de phénomène qui va être responsable de l'altération de la paroi, qui va entraîner des phénomènes de réparation. Comment tu intègres les données thérapeutiques de Losartan sur la petite souris? Ah, j'attendais la question. Il faut toujours qu'il pose la mauvaise question, celui-là. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Il y a le premier niveau de réponse, il faudrait que je vous rappelle ce qui avait été montré sur le Losartan chez la souris. Donc, chez la souris, le Losartan, donc c'était une souris dans laquelle il y avait une mutation humaine avait été mise en place. Donc cette souris, avec une mutation du gène de la fibrilline 1, déploie un certain nombre de signes qui sont présents chez les gens qui ont un certain nombre de Marfan, dont des signes squelettiques, dont la dilatation de l'aorte. Bien.
Donc on parle de cette souris-là. Chez cette souris-là, il avait été montré donc, que le SMAD2 phosphorylé était augmenté dans la paroi. Et ça avait été intégré comme étant le fait, la conséquence d'une activation de la voie du TGF-bêta, et que donc c'était la voie du TGF-bêta qui était responsable de l'anomalie. Ensuite, il avait été mis du losartan à ces souris pour une raison qui n'est pas très claire. D'après ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils ont regardé sur Google TGF-bêta et qu'ils ont trouvé losartan. Vous voyez la science par où ça passe. Hein, et que, comme ils ont mis du losartan chez les souris, ils ont vu que l'aorte ne se dilatait plus et que le SMAD2 phosphorylé diminuait. Et ils ont donc conclu qu'ils avaient interagi avec le phénomène qu'ils pensaient être initiateur de la pathologie, qui était l'activation de la voie du TGF-bêta. Bon. Alors, donc l'hypothèse initiale, maintenant, je pense, est fausse. Ça ne veut pas dire que le losartan ne marche pas. Ça veut dire que s'il marche, il ne marche pas comme on imaginait qu'il marche. Ça illustre bien aussi le fait que quand on fait des études chez les souris, il faut après les refaire chez l'homme. Vous voyez le niveau de complexité auquel on est. Donc de faire des extrapolations et de dire voilà, on a démontré chez la souris que ça limite la dilatation de l'aorte dans ce cadre-là avec une mutation sur un fond génétique, etc. Donc ça va marcher chez l'homme. C'est s'imaginer qu'on connaît tout alors qu'on ne connaît rien. Donc ça justifie tout à fait les études qu'on fait, des études randomisées, quelques lieux sur le losartan versus placebo chez des patients et qu'on continue à essayer d'avoir les résultats parce qu'on ne sait pas du tout si le losartan marche chez l'homme aujourd'hui. Tu veux que je te réponde plus précisément? Maintenant, est-ce qu'on ne peut même pas imaginer à la limite que le losartan pourrait être néfaste? Ah, alors, le losartan, il peut agir de différentes façons. Il peut agir en modifiant la voie du TGF-bêta, si on imagine cette affaire-là, ce qui tombe à l'eau, à mon avis. Il peut agir de façon très simple parce qu'il a un effet vasodilatateur, et donc en diminuant, il peut diminuer la pression artérielle, et puis surtout, il peut diminuer l'onde de rebond, c'est-à-dire l'onde qui correspond au pouls que vous sentez. Le pouls, c'est en fait, le sang est éjecté par votre ventricule gauche dans votre aorte, très brusquement, et le sang va progresser lentement, parce que ça ne va pas remplir l'aorte en un seul coup. Mais vous sentez par contre le pouls tout de suite, parce qu'il y a un ébranlement de la paroi qui est transmis. Et c'est cet ébranlement de la paroi qui est le pouls. Bon. Ce pouls, c'est une onde de pression, et cette onde de pression, elle va rebondir, comme si vous aviez une corde que vous avez attachée au mur, que vous tenez la corde, vous la faites vibrer, ça va jusqu'au mur, et ça revient. Et donc quand ça revient, si vous avez envoyé fort, ça vous fait bouger le bras. Donc c'est pas bon pour l'aorte. Donc on peut imaginer très bien que faire disparaître ce phénomène-là est bénéfique, et par ce mécanisme-là, c'est bien. Ça peut entraîner une hypotension. Donc en hypotension, en baissant la pression qu'il y a dans le tuyau, on imagine qu'on va moins dilater. Donc tout ça, c'est d'autres effets par lesquels ça peut être bénéfique. Est-ce que ça peut être délétère? C'est un médicament qu'on connaît depuis longtemps maintenant, qui est tombé dans le domaine public, qui est donné dans l'hypertension artérielle, dans l'insuffisance cardiaque, qui est donné à des millions de gens et qui est très généralement bien toléré. Ça agit au niveau du rein, donc oui, c'est possible que c'est un effet secondaire rénal. Dans le protocole tel qu'on le fait en France, on surveille la fonction rénale après avoir introduit le traitement pour justement voir s'il y a un problème ou pas. On n'en anticipe pas. Mais si on fait l'étude, c'est aussi pour ça. C'est parce que, comme vous avez vu, on comprend un coup, et puis après, un peu différemment, et si ça se trouve, il y a quelque chose d'autre qu'on va démasquer auquel on n'avait pas pensé. Et donc ça justifie tout à fait de faire les études, bien sûr. C'est potentiellement délétère. Là, je vous ai tué, là. Mais c'est probablement bien. Je vais vous montrer juste une dernière petite pause. Voilà. Donc, vous voulez savoir, vous vous intéressez beaucoup à la fatigue. Donc, on a commencé à s'intéresser à la fatigue. On a commencé à s'intéresser à la fatigue en faisant passer des questionnaires de fatigue aux gens qu'on voit à la consultation. Donc, on n'en a pas fait beaucoup. Je vous montre un résultat très préliminaire. Et vous voyez, vous ne voyez pas, ici, les gens qui ont un syndrome de Marfan, les gens qui viennent à la consultation, il y a des gens pour lesquels on élimine le syndrome de Marfan. Donc, il y a des gens sains. Et on a regardé, donc, ça c'est des résultats pour les gens Marfan, et ça c'est des résultats pour les gens sains. En termes de fatigue moyenne, vous voyez, il n'y a pas grande différence sur cette échelle-là et sur cette échelle-là non plus. Donc, ça ne veut pas dire que on ne va pas trouver qu'il y a une différence de fatigue. Et puis surtout, ce que vous voyez,
c'est qu'il y a une grande dispersion des points, avec des gens qui ont des scores élevés, des gens qui ont des scores bas, un peu chez les anciens aussi. Mais que donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est de regarder, s'occuper des gens, d'abord de le faire sur un plus grand nombre, parce que ça c'est très préliminaire, et ensuite, les gens fatigués, on leur fera un agenda du sommeil, c'est-à-dire qu'on leur fera remplir quand est-ce qu'ils se couchent, quand est-ce qu'ils se lèvent, etc., etc. On leur donnera une petite montre à mettre à leur poignet qui permettra de voir tous les efforts qu'ils font pendant 2 semaines, et on enregistrera la polysomnographie, et ça permet de finir avec le premier topo sur l'apnée du sommeil et le MARFAN, pour voir si le syndrome d'apnée du sommeil a un rôle à jouer dans les fatigues, etc.